Thank you for being here again with us. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde qui est la dernière partie de cette première journée d'études sur les migrations en Belgique, Christelle Mack, qui est actuellement chercheuse et assistante d'enseignement à la faculté de droit de l'UCLouvain. Avant de poursuivre sa carrière à temps plein à l'UCLouvain, elle a été avocate au barreau de Bruxelles durant 6 ans, au cours desquels elle a principalement exercé en matière pénale et en droit des étrangers. J'ai aussi à ma gauche Mariam Colli, qui est enseignante-chercheuse depuis 2013 à l'UCLouvain Saint-Louis et à l'école de recherche graphique. Ses travaux portent sur les jeunesses bruxelloises issues de l'immigration postcoloniale, les masculinités et féminités, l'épistémologie pragmatique. Et enfin, je présente Romain Lanmeters, qui est enseignant-chercheur en histoire contemporaine auprès du Centre de recherche en histoire du droit, des institutions et de la société de l'université de l'UCLouvain Saint-Louis. Il travaille notamment sur les élites culturelles burundaises, congolaises et rwandaises immigrées en Belgique. Et depuis 2023, il mène également des recherches au sein du Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire. La parole est à vous. On va commencer, contrairement à ce qu'annonce le programme, par la présentation de Mariam, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et de nous présenter son travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. C'est une heure un peu ingrate, hein. Donc, mais bon, on va y aller quand même, on va y aller. Voilà, vous voyez l'intitulé de cette intervention de quelques controverses scientifiques autour des études migratoires. Ma contribution va avoir des résonances avec celle de Martin ce matin. Je vais simplement la situer pour aussi dire son caractère non exhaustif. Il s'agit d'une discussion en fait théorique qui a eu lieu dans le cadre d'un consortium académique international belge, comme vous voyez ici, avec un certain nombre de collègues de différents pays, et qui a donné lieu à un output, comme on dit dans le jargon de la commission, puisque c'était financé par Erasmus+, à savoir un livre collectif qu'on a intitulé All Europe, religion, identité et mobilité, cas d'études euro-marocain et euro-turc, et qui est paru l'an dernier aux presses ici. Alors la structure de l'exposé, ça va se passer en 3 temps analytiques, qui sont donc une sélection de 3 moments dans cette discussion théorique. Le premier temps, s'il y a une chose à retenir de ça, c'est ces 3 points qui sont sur le présent slide. Ces 3 temps analytiques, c'est le premier temps, penser l'immigration, c'est penser l'État, une punchline de Abdelmalek Taek, sur laquelle on va revenir et qui a un coup d'envoi de la notion de statocentrisme comme biais méthodologique. Le deuxième temps, c'est les transnational studies. Je pense que je vais un peu glisser vite là-dessus parce que cette notion de transmigrant qui a connu un sort très cynique, comme l'a rappelé Marie, je pense, tout à l'heure, est assez bien connue dans le champ. Donc, et le troisième moment, peut-être, sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, vite, mais un peu plus, c'est l'apport des postcolonial studies et des études intersectionnelles avec le souci de croiser les dynamiques de classe, de genre et de race pour un framing du phénomène migratoire. Alors, bon, mes slides sont ultra remplis comme ça doit être un peu désagréable, mais désolé pour ça. Alors, le premier temps, c'est donc celui qui concerne Abdelmalek Sayad, qui est un sociologue franco-algérien, qui a déjà été cité 2 fois, assistant de Bourdieu, et qui est considéré comme un des fondateurs de la sociologie du fait migratoire en Europe et en particulier en France, dont les travaux portaient sur le phénomène migratoire entre l'Algérie et la France sur les décennies 70 et 90, avec l'arrière-fond des conventions bilatérales pour la migration de travail, ce qu'on appelle l'importation de main-d'œuvre. Alors, ce temps analytique se concentre sur l'apport, à mon sens fondamental, d'un texte qui est intitulé Immigration et pensée d'État, et qui est un texte paru en 1999, mais à titre posthume, donc la réflexion est antérieure, et où on trouve cette affirmation, penser l'immigration, c'est penser l'État. Alors que fait Sayad dans ce texte?
il fait ce qu'on usuellement nomme une critique du biais national et étatico-centré dans l'approche du phénomène migratoire. C'est ce jargon pour qualifier un renversement épistémologique qui est majeur et qui consiste à dire, en fait, c'est la centralité de l'État-nation qui conditionne les études sur la migration, qui conditionne nos travaux. Il dit ça alors qu'il est donc dans les années 70-80 entouré de ses collègues. Et ce faisant, elle réduit en fait le fait migratoire à l'immigration et elle réduit le migrant à l'immigré. Sa conclusion avec cette affirmation, c'est qu'en fait, quand on fait de la sociologie de la migration, on fait davantage de la sociologie de l'État qu'autre chose. Et que ce qu'on est en train de faire, c'est analyser les catégories nationales à travers lesquelles on appréhende ce fait. Les catégories nationales qui sont au principe même de l'État-nation, qui sont son ADN en fait, et qui sont partie prenante d'une dialectique entre autrui et soi, autrui étant incarné par l'immigré, le soi par le national, et du coup, cette dialectique entre le non-national et le national est une condition de possibilité de même de l'État-nation. L'échelle à laquelle on pense donc ce phénomène est biaisée. On le convoque régulièrement comme précurseur du post-nationalisme méthodologique, puisqu'il opère à ce moment, à travers ce texte, ce double geste autoréflexif que vous voyez sur l'écran, à savoir cette critique du statocentrisme dans les travaux sur la question migratoire, avec un double objectif qui est comment est-ce qu'on peut penser le phénomène migratoire hors de cette échelle de pensée. Voilà, on va prolonger cette question, mais aussi, à partir de ce fait migratoire, ça c'est très important, c'est analyser l'enjeu de cette condition d'existence, analyser le fait qu'il se joue là la consolidation de l'État-nation. En fait, oui, il y a une historicité qui est déniée comme processus, on fait comme si l'État-nation était toujours déjà là, il est dans une espèce de atemporalité, comme s'il n'y avait pas d'avant de l'État-nation. Deuxième geste, c'est la réconciliation des deux versants de cette question, de l'immigration, mais aussi de l'émigration. Et là aussi, la même dénaturalisation, finalement, cette fois de l'immigré, qui en fait a un avant, alors qu'on fait comme s'il n'en avait pas, et qu'il advenait à l'existence à partir du moment où il arrive dans le pays, où il est dans le pays d'arrivée. Et ces dynamiques entre pays d'origine et pays d'arrivée sont remises au centre de l'analyse. Et par là, ce que fait Sayad aussi, c'est une critique d'une déshumanisation qu'il considère sous-jacente à ce réductionnisme, une déshumanisation qu'il va lier à la réduction de l'immigré comme force de travail, finalement la déshumanisation de l'OS. Et puis, dans les années 80, ce sera plus le travailleur immigré qui sera déshumanisé, mais ce sera l'étranger, l'inassimilable, dans un contexte où cet immigré est d'ailleurs pas encore le musulman, mais est en creux en fait de cette figure de l'immigré, c'est la figure du musulman. Et dans le texte Pensée immigration d'État, immigration et pensée d'État, c'est déjà évoqué très clairement, cette question de l'islamité comme critère de déshumanisation. Alors, le temps analytique 2, je ne sais pas si vous êtes trop vite ou ça va, mais ça va. La limite de Sayad, en tout cas c'est une limite qui est posée toujours dans cette discussion théorique, c'est cette absence d'agency qui est traduite par l'agentivité, qu'on a aussi évoqué tout à l'heure, plus tôt, qui finalement, même s'il dénonce en fait ce réductionnisme, laisse peu d'échappatoire en termes de capacité d'action. Et donc, on a ce moment, ce temps 2 analytique qui réfère à ce qu'on connaît, les études transnationales, les transnational studies, et qui rompt plus expressément avec ce postulat du nationalisme méthodologique, et qui se concentre autour de la publication d'un ouvrage collectif qu'on cite en référence souvent pour
à qui on donne un peu la paternité de l'accès critique du paradigme de la migration pendulaire. Hein, on va de A vers B, et d'un pays A vers un pays B. Et ici, avec la notion de transnationalisme, on introduit cet ensemble de processus par lesquels les immigrés tissent et entretiennent des relations sociales de nature multiple. Là, c'est la définition que je suis en train de vous lire, reliant les sociétés d'origine et d'accueil. Alors, l'apport tient dans toute une série de choses qu'on a déjà, que Martin tout à l'heure peut-être énonçait en termes d'ubiquisation de la frontière, par le bas en l'occurrence, ici. Donc ce concept de transmigrant, c'est un concept qui donne aux migrants une capacité d'agir sur son propre projet migratoire. Ici, il manque un T à Fest, mais donc avec une série d'auteurs qui est au principe de la construction d'espaces nationaux qui transcendent les frontières territoriales nationales, qui sont des substances, donc des États-nations, et qui sont épinglés comme n'étant pas les frontières forcément, les seules frontières forcément déterminantes. Il y a le concept de multi-appartenance et de mobilité circulatoire, aussi avec l'arrière-fond des comment on appelle ça, des TIC, des technologies d'information, des nouvelles NTIC, des nouvelles technologies d'information et de communication, qui, voilà, on a des anecdotes avec du babysitting qui se passe via webcam entre deux parents à distance géographique. Je pense à ça dans un texte, mais donc qui en fait aussi démantèle quelque part la frontière identitaire cette fois par cette multiplication des affiliations territoriales. Donc qui va avec la critique de la frontière étatique comme frontière naturelle, pas pour autant avec une contestation du rôle actif de l'État-nation dans la co-construction de ces espaces, mais en une complexification. On a une expression qui peut conclure ça, cet apport, ce moment théorique, c'est un appel à la démigrantisation des travaux sur la migration. Alors, temps analytique 3, ou peut-être je vais un peu slow down, un tout petit peu, c'est celui qui voilà, consisterait à dire oui, ce nomadisme éthéré, enfin ça aussi ça a été une limite qu'a énoncé Martin ce matin, secondarise en fait l'analyse du pouvoir et des dominations. Et je m'appuie ici sur deux travaux, enfin deux special issues en l'occurrence. Un premier qui est de collègues belges de la KUL et de l'ULiège, qui parle des Leaving Europe, des départs en fait de l'Europe et d'une multi-analyse de ces départs tendanciels, tendances lourdes, en faisant en apportant en fait deux éclairages complémentaires, celui de tenter un croisement entre les transnational studies et les postcolonial studies. Donc, je vais m'arrêter dans un moment là-dessus. Et donc de finalement recentrer aussi ces analyses autour de la donnée de l'histoire coloniale et postcoloniale européenne et de comment elle marque en fait, comment elle marque de son empreinte les migrations contemporaines. Avec un constat de quelque chose qui est une sorte de réalité contradictoire entre une décentralisation de facto de l'Europe et une surcentralité qui continue à persister, et que l'expression de Relocation of Europe de Sarah Green notamment tend à traduire. Le deuxième special issue, c'est ça nous vient plutôt des Suisses qui elles-mêmes mobilisent d'autres travaux européens et anglo-saxons, avec l'apport des études intersectionnelles cette fois, et deux voilà, expressions aussi jargonneuses que je vais juste balancer pour vous pour la discussion. C'est la suggestion de migrantiser la citoyenneté, on va voir ce que ça veut dire, avec, qui correspond en fait à la suggestion d'une approche non binaire, migrant-citoyen,
hein, en tout cas de problématiser ces catégories, et de démigrantiser l'objet d'étude. Ça c'est toujours Dan Dent que j'ai cité plus haut, mais dont on va voir que ça va se traduire dans l'appel à cette hybridité disciplinaire, mais aussi à la complexification de l'approche des espaces, et notamment à l'appel à la convocation d'espaces sous-nationaux pour l'analyse. Alors le premier, donc là je vais juste ventiler sur les deux inputs pour en dire un peu plus. Donc, Relocation of Europe et le souci de croiser Transnational Studies et Postcolonial Studies vient de ce constat dont j'ai parlé tout à l'heure, centralité, décentralisation certes, hein, avec ce transnationalisme, mais centralité qu'on ne peut pas dénier pour autant. Et j'ai cité un petit... J'arrive vers la fin de... J'ai cité ici Europe's post-colonial repositioning and reinvention, deeply connected with intensifying debates about its historical privilege, d'un côté, or alternatively its potential provincialism, blablabla. Ça va l'anglais, mais là c'est des mots. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont, alors ce ne sont pas du tout exhaustifs, mais enfin, qui sont des constats à partir qui étayent en fait cette thèse. L'a priori de l'Europe qui reste comme destination phare, malgré, versus l'invalidation qu'offre la réalité des flux migratoires sud-sud mondiaux, une série de travaux qui identifient cet élément. La relativisation de l'Europe comme horizon d'attente, hein, surtout pour les descendants de migrants européens qui sont dans des calculs transnationaux qui sont plus profitables au vu de leur propre racialisation en Europe, d'où le Living Europe, c'est comme tendance. La construction des représentations médiatiques et politiques à l'intérieur desquelles l'immigration en Europe apparaît comme une mauvaise immigration invasive versus une immigration européenne qui est synonyme d'apport de compétences, alors qu'on va voir qu'il y a un éclairage en termes de rapport de classe qui montre que ce n'est pas forcément avec des capitaux élevés, mais que cette émigration se fait. Un retour en force, bien entendu, de la souveraineté et du durcissement des frontières matérielles et juridiques, je pense qu'on a déjà parlé dans le panel précédent, et je crois qu'il va encore en être question, et des mesures strictes de restrictions vis-à-vis des immigrants vers l'Europe. Et enfin, cette notion, c'est Hague, mais aussi Butler qui en parle, de valeur différentielle des vies migrantes, qui est aussi une autre forme de racialisation, avec d'un côté la bestialisation des corps noirs-bruns à la faveur d'une angélisation des corps blancs-blonds. Donc là, le différentiel, immigration syrienne versus immigration ukrainienne est un cas d'école qui avait été pris comme élément d'analyse. Deuxième input, et donc j'en arrive à la fin, c'est celui de Darinden et Andersen, qui pose comme point de départ comment nos travaux académiques peuvent-ils éviter, hein, en mode on ne veut pas mais on le fait quand même, de construire la migration comme problème à l'aune de souveraineté, sécurité, identité nationale, donc cette fameuse échelle de l'État-nation qui revient en force. Deux, je vous disais, expression un peu jargonneuse, démigrantiser les études de migration et migrantiser la citoyenneté. Ici, dénationaliser passe par une analyse des relations entre immigration, mais aussi d'autres paramètres d'analyse, race, genre et classe. Et c'est ces imbrications résistances qui sont à la base de la complexification de l'opposition migrants-citoyens. Je vais y arriver dans un instant. Migrantiser la citoyenneté,
vous voyez la citation ici, c'est en fait explorer les différentes connexions entre l'exclusion formelle de non-citoyens, mais aussi d'exclusion informelle à l'intérieur de la citoyenneté, et du coup challenger un peu cette opposition simpliste entre migrants et citoyens. On retrouve là un peu une sorte aussi de ubiquisation de la frontière par le bas, cette fois-ci, avec des frontières internes. Au fond, c'est le même problème que ces auteurs-là mettent en avant par rapport à ce que Sayad identifiait comme limite, en fait, pour l'analyse des migrations, mais les solutions sont différentes. Intersectionnaliser les théories de la migration en les combinant avec d'autres théories, comme les gender studies ou les race studies et post-colonial studies, ça va se traduire par exemple, considérer l'orientalisation, on connaît ce terme de Saïd, la racialisation de groupes migrants genrés. Il y a toute une série d'auteurs aussi, Puard, Faris, Fassin, Fadil, qui vont s'intéresser à ça. Deux exemples, le fémonationalisme, peut-être un concept que vous connaissez, mais qui est cette instrumentalisation du droit des femmes par le racisme, hein, et on le voit, que ce soit pour voilà, rendre synonyme la femme voilée. Alors, il y a le fameux acharnement sur la question du foulard et de ses reconfigurations successives, la baya, les jupes longues, les pulls longs, enfin, qui donc permet en fait de contracter ces catégories nationales par lesquelles on appréhende le phénomène migratoire, mais le droit des femmes dans une forme d'instrumentalisation pour aussi stigmatiser, bien sûr, pas seulement les femmes, mais c'est une co-construction, hein, c'est une co-constitution, la stigmatisation des femmes d'un côté, musulmanes, mais de leurs hommes, bien sûr, qui sont responsables de l'aliénation de ces dernières ou de l'oppression. Donc là, la déclinaison masculine et féminine coopèrent, hein, pour un bon résultat efficace. Et puis l'homonationalisme, c'est en fait une thématique voisine, hein, qui est là l'instrumentalisation du droit des minorités sexuelles par l'islamophobie. On a vu ça, par exemple, ça s'étudie avec les transformations du FN, enfin du Rassemblement National maintenant, qui vient d'une généalogie homophobe et qui se réinvente dans une identité homo-friendly, gay-friendly, où c'est nous les Français qui sommes pour la démocratie sexuelle versus eux les Syriens et les mauvais immigrés qui pourraient contaminer nos sociétés de leur homophobie. Voilà, ça marche comme ça. Et alors, donc ça c'est ce fameux croisement, hein, Transnational Studies et Race Studies, Gender Studies, etc. Et un autre élément, et je terminerai là-dessus, que je trouve aussi intéressant, c'est réorienter le focus en l'éloignant du label population migrante et de l'intérêt spécifique pour l'objet migration, pour aller plus vers overall population, à la fois en termes de groupe et d'espace. Donc, en s'intéressant non pas à l'État, à l'État-nation comme espace contenant, hein, dans lequel il se passerait des choses, on t'intéresse au quartier, aux classes, et on examine des interactions qui ne prennent pas a priori cette identité du migrant et qui ne prédéfinissent pas un groupe ciblé, je veux dire. Et là, il y a des exemples que je trouve aussi intéressants qu'on peut prendre et qui renvoient aussi à des choses qui ont été déjà dites par rapport à la complexification, enfin le dépassement de l'opposition binaire migrant-citoyen. On va avoir le cas d'études qui est intéressant dans le cadre des politiques de criminalisation de la migration, mais le rôle des citoyens nationaux qui assistent, hein, on en a parlé aussi, et qui du coup font un continuum entre migrants et nationaux dans un même processus de criminalisation. Parce que ça permet de highlight autre chose que
le groupe migrant, le fait migratoire. Autre élément, deux autres éléments, le classisme. Hein, là, pour rappel, les études intersectionnelles ne se résument pas à race et genre, mais aussi la dynamique de classe. Au-delà de cette division migrants-citoyens, l'exemple du contrôle des sans-abri, hein, dans un continuum, là aussi, avec le contrôle des sans-papiers, comme des modalités de surveillance, de contrôle de l'espace public et de précarisation de certains groupes. Et enfin, plus lambda, cette temporalité qui s'éternise de la descendance, avec ces citoyens qui sont sous-citoyennisés, même s'ils ne sont pas migrants, ils sont citoyens belges, etc., mais qui en fait se retrouvent dans des logiques de capture terminologique comme troisième, quatrième, 12e génération à l'avenir sans doute. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup. Pardon, pas de souci. Je te passe la parole, je dois juste faire un changement de... Oui, mais j'allais dire, en fait, je ne vais pas utiliser mon PowerPoint parce que je vais simplifier le propos et je vais me débrouiller avec mes notes que j'ai ici. Très bien. Étant donné que, voilà, l'heure tardive, voilà. Je vais me détacher de ce PowerPoint pour me sentir plus libre et pour ne pas vous perdre à cette heure un peu avancée de la journée. Alors, ce que moi j'avais envie de faire aujourd'hui, en fait, c'est simplement de vous partager la démarche qui était la mienne dans le cadre de la recherche doctorale que j'ai achevée au mois de juin dernier. Donc, l'objet de ma thèse, c'était étudier les contours et enjeux d'une gestion des migrations par la répression. Alors, je suis partie d'un constat très simple qui était un constat de rencontre au sein de dispositifs législatifs mixtes de finalités logiques qui sont traditionnellement attachées de manière distincte, d'une part au droit pénal et d'autre part au droit des étrangers. Alors, historiquement, c'est le droit pénal qui a le monopole de la répression, et si on autorise le droit pénal à user de moyens attentatoires aux droits fondamentaux dans ce but répressif, c'est parce qu'il vise à garantir le respect de valeurs jugées fondamentales socialement. Alors, il a cette possibilité et on donne la possibilité aux autorités pénales d'user de moyens attentatoires aux droits fondamentaux à la condition que le droit pénal respecte sa promesse de participer à la protection de ces valeurs jugées fondamentales socialement et de participer à la protection des droits de tous. Alors, on a donc ce droit pénal d'un côté et de l'autre côté, le droit des étrangers qui est, lui, dédié à la gestion des flux migratoires, ce qui passe par la régulation du statut administratif de l'étranger. Et vous savez tous que cette gestion des flux migratoires, elle s'opère en tension entre, d'une part, un objectif de protection des souverainetés et, d'autre part, des impératifs, quand même, de protection des droits de l'étranger. Alors, la rencontre de ces finalités qui sont traditionnellement attachées au droit pénal d'une part et au droit des étrangers d'autre part, elle produit un droit qui poursuit à la fois des objectifs de politique migratoire et qui présente un caractère répressif qui poursuit à la fois des objectifs de politique migratoire et des objectifs de prévention et répression de comportements jugés contraires à l'ordre public. Alors, ma démarche, ça a été d'abord d'identifier une série de dispositifs que je préidentifiais comme sous-tendus de logique mixte et poursuivant des finalités mixtes. Et j'ai d'abord étudié chacun de ces dispositifs séparément au travers d'articles qui ont constitué le corps de ma thèse. Et quels sont les dispositifs que j'ai étudiés? J'ai d'abord étudié les infractions en matière d'entrée et de séjour. Donc vous savez que le droit pénal punit d'une peine d'emprisonnement le simple fait de séjourner illégalement sur le territoire belge.
Et on a encore, je l'ai démontré sur base de chiffres dans le cas de ma thèse, on a encore des milliers de PV qui sont dressés chaque année du chef de l'infraction de séjour ou d'entrée illégale. On a par ailleurs également l'infraction d'aide à l'entrée au séjour illégale qui conduit à la criminalisation des personnes qui aident ces étrangers qui séjournent ou qui entrent illégalement sur le territoire belge. Et j'ai étudié dans le cadre de ma thèse différents cas dans lesquels cette criminalisation de l'aide à l'entrée au séjour illégal a conduit à la condamnation ou en tout cas à des poursuites exercées à l'égard de personnes qui avaient aidé de manière altruiste des personnes qui séjournaient ou qui étaient entrées illégalement sur le territoire belge. L'exemple le plus emblématique de cette criminalisation, c'est le procès des hébergeurs, mais j'ai identifié d'autres cas qui ont été beaucoup moins médiatisés dans le cadre de ma thèse, qui ont des mêmes cas de figure, qui ont également été des cas dans lesquels on a poursuivi, voire même condamné dans ces cas-là, des personnes aidant à l'entrée et au séjour illégal. Alors ça, c'est pour le droit pénal, donc des dispositions de droit pénal qui en fait poursuivent des objectifs de politique migratoire. De l'autre côté, on a des dispositions de droit des étrangers qui présentent un caractère répressif et qui sont sous-tendues de logique pénale. Alors parmi les dispositifs que j'ai étudiés, il y a notamment les dispositions qui permettent de retirer le droit au séjour à un étranger pour des motifs d'ordre public. Alors ces dispositions, elles existent depuis des décennies, mais le champ d'application de ces dispositions qui permettent de retirer le droit au séjour à un étranger pour des motifs d'ordre public a récemment été élargi, donc en 2017, alors que certaines catégories d'étrangers, notamment celles qui avaient toujours vécu sur le territoire belge, étaient exclues de cette possibilité de se voir retirer le droit au séjour pour des motifs d'ordre public, ont été réintégrées dans le champ d'application de ces dispositions. Alors, ces dispositions, elles sont appliquées bien souvent suite à une condamnation pénale. Donc, nos prisons regorgent d'étrangers à qui on retire le droit au séjour pour des motifs d'ordre public parce qu'ils font l'objet de poursuites pénales ou qu'ils ont été condamnés par une juridiction pénale. Elles sont vécues par l'étranger comme une sanction qui vient s'ajouter à la sanction pénale, et par ailleurs, elles sont vécues par l'étranger comme une sanction pire que la sanction pénale, puisque parmi ces étrangers, il y en a qui sont bien souvent sur le territoire belge depuis leur naissance, voire sont arrivés très jeunes sur le territoire belge, et donc pour eux, il y a bien pire de se voir retirer leur droit au séjour que d'être condamnés à une peine d'emprisonnement ou à une peine, ils ne sont jamais condamnés à des peines alternatives, mais en tout cas pire qu'être condamnés à une peine d'emprisonnement. Alors, autre dispositif de droit des étrangers qui emprunte aux logiques pénales, c'est simplement l'enfermement à des fins de politique migratoire, qui finalement, c'est un dispositif qui est relativement récent, puisque le premier centre fermé date de 1988, donc c'était qu'il y a quelques décennies. Depuis, on sait que l'enfermement des étrangers à des fins de politique migratoire a été institutionnalisé et que les motifs qui permettent de détenir un étranger à des fins de politique migratoire se sont multipliés. Alors de nouveau, ce qui est décrit ici par le politique comme une mesure qui est nécessaire à juguler les flux migratoires, j'ai démontré que ça comporte, et c'est l'intuition qu'on a, mais que ce dispositif comporte à nouveau une dimension répressive. Alors l'un des constats, parce que j'ai analysé tous ces dispositifs, comme j'ai dit, au travers d'articles, et un des constats que j'ai posé, parce que je me suis à chaque fois penchée sur tout l'historique de ces dispositifs et les travaux préparatoires, les discussions qui ont précédé leur adoption, il consiste en l'absence d'évaluation effective de ces dispositifs, mais surtout le fait qu'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion au niveau politique autour de la capacité de ces dispositifs à atteindre l'objectif qu'ils poursuivent. Par exemple, la loi de 2017 qui a élargi le champ d'application des mesures de retrait de droit de séjour pour des motifs d'ordre public. C'est une loi qui a été adoptée pour des motifs d'ordre public et de sécurité nationale. Donc, c'est une loi qui vise à protéger l'ordre public et la sécurité nationale, mais à aucun moment dans les travaux préparatoires, dans les discussions, on explique en quoi il serait indispensable au respect de l'ordre public et de la sécurité nationale de retirer le droit au séjour de ces étrangers. Alors, partant de ce constat, dans chacun de mes articles, j'ai proposé une évaluation
de ces dispositifs. Et j'ai proposé une évaluation de ces dispositifs en partant d'un modèle, ou en tout cas d'une proposition qui est effectuée par François Host et Michel Van de Kerkhove, qui propose une évaluation législative des législations, incluant à la fois une analyse d'efficacité des législations, c'est-à-dire la capacité des dispositifs législatifs à atteindre l'objectif qu'ils poursuivent, et d'autre part leur efficience, c'est-à-dire leur capacité à atteindre l'objectif qu'ils entendent poursuivre au moindre coût. Et j'ai, au travers de cette analyse, mis en évidence une série d'éléments qui sont non pris en compte par le politique, donc qui ne ressortent pas en tout cas des travaux préparatoires et de tout ce travail politique qu'il y a derrière l'adoption et la mise en œuvre de ces dispositifs, qui permettent pourtant de remettre en doute l'efficacité de ces dispositifs et leur efficience. Alors d'abord, leur efficacité. Il faut savoir qu'un certain nombre de ces étrangers à qui on retire le droit au séjour, un certain nombre de ces étrangers ne pourront pas, in fine, être éloignés. Donc le politique affirme qu'il faut absolument retirer le droit au séjour pour des motifs d'ordre public aux étrangers jugés dangereux, mais en fait, il ne tient pas compte du fait qu'un certain nombre de ces étrangers seront forcés de se maintenir dans la clandestinité sur le territoire belge pour différents motifs. D'abord pour des motifs tenant au respect des droits fondamentaux, parce qu'ils ont quand même encore un tout petit peu de poids et que parfois on ne peut pas éloigner un étranger simplement parce que ce serait contraire au respect de ses droits fondamentaux. Et d'autre part, dans d'autres cas, pour des raisons d'ordre diplomatique, parce que certains pays refusent d'accepter de reprendre certains de leurs nationaux qui ont grandi et qui ont toujours vécu sur le territoire belge en invoquant le fait qu'il n'est pas de leur responsabilité de reprendre ces personnes jugées dangereuses sur leur territoire. Alors, absence d'efficacité, parce qu'il y a un certain nombre de ces étrangers qui vont simplement se maintenir sur le territoire dans la clandestinité parce qu'elles préfèrent s'y maintenir ou parce qu'elles ont, par exemple, toute leur famille sur le territoire belge et qu'elles ne souhaitent pas quitter le territoire belge. On a mentionné le fait qu'un certain nombre d'ordres de quitter le territoire n'étaient jamais exécutés. Et en fait, une partie de ces étrangers qui sont détenus, à qui on retire le droit de séjour, qui vont simplement aller à fond de peine, qui vont exécuter toute leur peine et qui vont un jour être juste relâchés dans la nature parce qu'on n'aura pas su exécuter ou on n'aura pas exécuté pour des raisons pratiques l'ordre de quitter le territoire qui leur a été délivré. Alors j'ai mis par ailleurs en doute l'effectivité de ces dispositifs, c'est-à-dire leur capacité à atteindre l'objectif qu'ils poursuivent au moindre coût, en pointant une série de coûts qui sont générés par ces dispositifs. Alors d'abord des coûts, ces dispositifs ils génèrent une série de coûts, mais des coûts notamment sur le plan humain, des coûts également sur le plan démocratique. On a des textes qui protègent les droits fondamentaux, mais qu'on va étirer. Donc les juridictions belges, européennes, internationales vont étirer ces textes qui protègent les droits fondamentaux dans un objectif en tout cas, ils vont laisser une large marge de manœuvre aux États dans l'application de leur politique migratoire en étirant le contenu des dispositions qui protègent les droits fondamentaux et en allant s'insérer dans une série de brèches qui leur permettent de rejeter une requête d'un étranger qui vient invoquer le fait que son droit fondamental est violé par ce type de dispositif à caractère répressif. Par ailleurs, on a parfois des décisions de juridiction qui ne sont juste pas respectées, comme on l'a dit aussi, par les autorités à qui elles s'adressent, avec comme conséquence un coût qui est assez important sur le plan démocratique, parce que ce que j'explique dans ma thèse, c'est que ça induit une diminution des standards applicables en matière de droits fondamentaux, alors que c'est des droits qui sont applicables à toute personne et que donc ça a des répercussions à la fois sur les personnes directement concernées, mais évidemment sur la société dans son ensemble. Alors, par ailleurs, enfin, ces coûts génèrent ces dispositifs génèrent un coût sur le plan financier. Juste un petit chiffre, un étranger coûte entre guillemets 284 € par jour en centre fermé. Donc voilà, ces politiques ont évidemment un coût qui est assez important. J'ai dit enfin, mais je mentionne encore quand même un coût qui est important, c'est le coût sur le plan sécuritaire, puisqu'on va retirer, comme j'ai dit notamment, c'est un exemple, mais donc on retire le droit au séjour à des étrangers qui ensuite vont être relâchés dans la nature et qu'on juge dangereux, donc qui est évidemment dangereux sur le plan sécuritaire.
de relâcher des étrangers jugés dangereux dans la nature, mais à aucun moment les politiques n'envisagent le fait que ces étrangers pourraient se maintenir sur les territoires belges. Et cette option n'est absolument pas envisagée dans le cadre notamment des travaux préparatoires. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'auteurs qui expliquent à juste titre que le fait d'éloigner quelqu'un jugé dangereux pour la sécurité publique, on n'a jamais prouvé que le fait d'éloigner quelqu'un dangereux pour la sécurité publique permettrait effectivement de protéger les citoyens d'un pays. Et ces auteurs mettent en évidence le caractère transnational de toute une série de formes de criminalité. Alors, je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, mais je vais essayer de rester très simple. Donc, ces dispositifs soulèvent par ailleurs, et c'est ce que j'ai mis en évidence cette fois dans le cadre de mon étude finale, parce qu'il faut savoir que quand on fait une thèse par article, on doit terminer sa thèse par rédiger une étude finale qui explicite la thèse qui traverse tous les articles qu'on a rédigés, une sorte de conclusion finale, mais qui doivent être assez substantielles. Donc, dans mon cas, c'est l'équivalent d'un... Voilà, j'ai rédigé 150 pages de conclusion dans lesquelles j'ai analysé et fait le lien entre tous les articles que j'avais écrits. Et donc, dans le cadre de cette étude finale, j'ai mis en évidence d'autres enjeux que soulève ce mouvement de croisement entre droit pénal et droit des étrangers, donc ce droit à caractère répressif qui, dans le même temps, a ce caractère répressif et entend gérer les migrations. Un des enjeux, c'est la transformation de ces deux matières, et je vais terminer par expliquer cet enjeu que j'ai mis en évidence. Donc, ces dispositifs entraînent une transformation du droit pénal et du droit des étrangers. Alors, ils entraînent premièrement une transformation du droit pénal parce que le droit pénal est par l'institutionnalisation et la mise en œuvre de ces législations non plus utilisé pour sanctionner la transgression de valeurs morales, ce qui est en principe sa condition d'existence, mais il devient le fondement, le recours à l'outil pénal est utilisé pour punir la transgression de règles applicables en matière migratoire. Alors ceci transforme, c'est ce que j'explique, à la fois le destinataire et la forme que prend la sanction. Le destinataire de la sanction, parce que le destinataire de la sanction pénale n'est plus toute personne qui violerait des valeurs jugées fondamentales, mais l'étranger qui transgresse les règles applicables en matière migratoire. Par ailleurs, la sanction prend une forme particulière, puisqu'elle prend la forme unique d'une exclusion de la société. Alors, le droit pénal présente, et c'est le plus important, la particularité de remplir dans ce contexte, en priorité, une fonction au détriment des autres fonctions qu'il entend poursuivre. Le droit pénal poursuit différentes fonctions, notamment également des fonctions de réinsertion, réhabilitation. Ici, toutes ces fonctions sont occultées et une seule fonction poursuivie par le droit pénal prend toute la place, c'est sa fonction de neutralisation. Alors, cette utilisation du droit pénal qui est centrée sur l'étranger et qui est dédiée à sa neutralisation donne lieu à la construction d'une figure qui est la figure de l'étranger comme figure à risque, une construction d'une catégorie qui est la catégorie de l'étranger comme figure à risque sur le plan pénal. Alors cette construction de l'étranger comme figure à risque, elle est facilitée par le fait que l'étranger en fait n'a pas vraiment voix au chapitre sur le débat public. L'étranger en séjour illégal en tout cas est largement exclu du débat public. Et ce qui est important, c'est que cette construction de l'étranger comme figure à risque, elle légitime l'adoption et la mise en œuvre d'autres dispositifs qui vont s'ajouter aux dispositifs à caractère répressif déjà existants. Tout ceci fonctionne en fait en un processus circulaire avec un risque d'effet boule de neige parce que l'association entre étrangers et criminalité vient alimenter et légitimer l'adoption d'un droit pénal qui est centré sur l'étranger, qui lui-même vient alimenter la construction de l'association entre étrangers et criminalité. Transformation du droit pénal dans ce sens-là, dont transformation également du droit des étrangers. Comme je vous l'ai dit en début d'intervention, le droit des étrangers, il est depuis tout temps marqué par cette tension, cette recherche d'équilibre entre deux logiques qui sont a priori antagonistes, à savoir cet objectif de protection des souverainetés et d'autre part un impératif de protection des droits de l'étranger.
Alors, ce que j'ai mis en évidence, c'est que les dispositions qui régulent les migrations par la répression inscrivent fondamentalement le droit des étrangers dans une perspective sécuritaire. Ils donnent donc priorité à l'objectif de protection des souverainetés sur cet impératif de protection des droits de l'étranger. Ce faisant, de nouveau, ces dispositifs viennent alimenter l'association entre étrangers et dangers et participent à cette construction. Elles viennent alimenter cette catégorie, cette figure de l'étranger jugé dangereux, ce qui alimente et légitime l'inscription du droit des étrangers dans une perspective sécuritaire. Donc on est de nouveau dans un processus circulaire. Alors pour terminer, ce que j'ajouterai simplement, c'est que tout au long de mes recherches, j'ai très pragmatiquement envisagé différentes voies pour sortir de ce modèle de gestion des migrations par la répression. Alors ça passe à mon sens par l'abrogation de la plupart des dispositifs existants, à commencer par l'infraction de séjour illégal. Ça passe également, à mon sens, parce que j'y crois toujours quand même un petit peu, par un renforcement des outils applicables en matière de droits fondamentaux. Et donc j'ai fait différentes propositions en ce sens également dans le cadre de mes recherches. Alors j'ai vu, ce qui a été très chouette, c'est que dans le cadre de tout au long de mes recherches, j'ai vu quand même certaines jurisprudences évoluer dans le bon sens, et donc tout espoir n'est pas perdu. Mais il n'y a clairement aucune volonté au niveau politique de s'inscrire dans cette voie-là. Il n'y a clairement aucune volonté au niveau politique d'abandonner ce modèle de gestion des migrations par la répression. Et j'en terminerai par là, et je vous laisserai, ce qui m'intéressera aujourd'hui dans le cadre du débat, c'est peut-être avoir votre avis là-dessus. Et on a posé la question tout à l'heure, mais comment induire ce changement au niveau politique, point d'interrogation. Merci Christelle. Je passe la parole tout de suite à Romain. Bonsoir à toutes et à tous. Comme je me doutais que la tâche serait pas évidente en étant à la fin du programme, j'ai plutôt opté pour un roman photo. Et le but de ce roman photo, c'est d'ajouter une proposition à ce qui a été formulé par Martin Deleix ce matin aussi. C'est donc de partir de la question de comment on peut agir face aux différents discours sur les migrations qui soient portés par différentes disciplines et par différents prismes. Et moi, j'ai voulu parvenir à ajouter la voie pédagogique, qui est une voie que un grand nombre d'entre nous pratiquent au quotidien, mais auquel on ne pense pas nécessairement quand on parle des migrations. Et donc je vais aussi répondre, ou plutôt prolonger, le propos de Martin Deleix sur savoir, en fait, c'est a priori que les historiens et historiennes belges ont investi le champ des migrations très très tard. Eh bien, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui, sans vous faire une liste longue d'ouvrages et de vous faire un essai historiographique, mais quand même de montrer quelles sont les questions qui existent parmi les historiens et quels sont les champs qu'ils abordent, on va dire, depuis ces 10-15 dernières années. Et la question ou la commande qui m'a été faite par rapport à mon intervention aujourd'hui, c'était aussi de parler de ma démarche. Et donc, j'essayerai de montrer comment, en pratiquant l'histoire des migrations, et pour ma part, en même temps, histoire des migrations et histoire de la colonisation, eh bien, on a une demande sociale existe, et pas seulement pédagogique, mais une demande sociale existe dans l'espace public par rapport à l'histoire des migrations, et une question qui existe pour moi depuis le début de mes recherches, c'est comment aussi on peut répondre à cette demande. Alors, j'accorde le fait que je pars d'un jeu de mots pas très fin, mais la raison pour laquelle j'ai mis ce jeu de mots en évidence, c'est pour montrer un glissement de ce qui est pour moi une hypothèse, de ce long mythe qui a perduré pendant
pendant l'histoire de la Belgique terre d'accueil, la Belgique tolérante, la Belgique qui soutient les opposants politiques d'autres régions, la Belgique libérale, renforcée par la Belgique pour Little Belgium à partir de la Première Guerre mondiale, avec un glissement actuel et dont certains ont déjà parlé, c'est le nouveau mythe de la Bruxelles, la ville la deuxième plus cosmopolite au monde, aux 180 nationalités, qui apparaît pour toutes et tous qui s'intéressent aux migrations comme une superbe vitrine mise en évidence par Bruxelles et puis peut-être par la Belgique, et derrière laquelle on se demande parfois ce qu'il existe comme contenu, en tout cas dans les discours portés dans l'espace public et par les politiciennes et les politiciens. Et donc, le rôle que je vois aussi dans notre investissement à toutes et à tous, et en particulier des historiennes et des historiens, c'est aussi de continuellement identifier les mythes qui existent et de participer à une intervention par le biais et par nos moyens dans cet espace public. Alors, évidemment, mon but, c'est aussi de déconstruire l'idée que les historiens n'ont à la fois pas écrit sur les migrations et aussi de nuancer le fait que les historiens et les historiennes des migrations seraient surtout les historiennes et les historiens de leur communauté, de la communauté dont ils sont issus. Et j'en suis malheureusement un bon exemple, puisque si je dois me situer, je ne cesse, et ça vient sans doute de mon investissement en histoire de la colonisation, d'essayer de rappeler et de questionner le fait que je sois un chercheur blanc qui travaille et qui étudie des migrants et migrantes noirs et métis qui sont venus en Belgique à partir de la décolonisation. Et donc, la question aussi de la décolonisation qui est posée pas seulement aux historiens et aux historiennes de la colonisation, mais très très largement sera aussi en filigrane dans cet exposé. Alors, mon point de départ, c'est tout d'abord un ouvrage, puisque quand on m'a posé la question d'une intervention qui est quand même une note historiographique, c'est de quel historien et historienne ait pu faire un état des lieux de la recherche en histoire des migrations. Et le dernier article que j'ai pu trouver, il date de 2007 et il était lui-même intégré dans un ouvrage qui faisait l'état des lieux des migrations, comme Martin Delex a essayé de le faire pour les années suivantes ce matin. D'emblée dans cet article, Jean-Philippe Schreiber, qui est donc un historien de l'ULB, spécialiste de l'histoire des Juifs de Belgique, et Anne Morelli, qu'on a déjà cité aujourd'hui, spécialiste de l'histoire des Italiens de Belgique, posait d'emblée la phrase ou l'affirmation qu'on a déjà citée, c'est-à-dire que l'histoire des migrations et l'histoire des étrangers a été longtemps refoulée en dehors du domaine de la recherche scientifique, et donc on voit on est en 2007 dans cet article et que la question de savoir est-ce que les historiens sont emparés de la question continue à subsister. Malgré tout, il montrait que historiens et historiennes, depuis la fin des années 80 et peut-être même plus tôt, mais ont pris la suite de sociologues et d'anthropologues qui s'étaient déjà posé des questions historiques et ont émis un certain nombre d'ouvrages et d'écrits sur d'abord l'émigration au départ de la Belgique, ensuite les politiques belges à l'égard des étrangers et enfin surtout à l'égard de l'immigration, qui était surtout une histoire qui avait été écrite sur base nationale ou sur base ethnique et qui se concentrait ou qui se rattachait très fort à la question socio-économique et glissant petit à petit vers aussi la question de la politisation de ces immigrés qui étaient venus en Belgique. Et peu à peu, Jean-Philippe Schreiber et Anne Morelli montrent que les historiens et les historiennes ont été invités, se sont raccrochés avec leurs moyens à des préoccupations de leur temps, donc des questions qui étaient posées dans la société à partir de la fin des années 90 et début des années 2000 se posaient dans la société et ils se sont
historiens et historiennes emparés de ces questions dans un point de vue historique. Et donc, idéalement, j'aurais dû vous présenter un état des lieux de ce qui s'était passé entre 2007 et aujourd'hui, mais évidemment, je ne vais pas le faire, vous donner juste quelques indications. L'autre point de départ, c'est pour montrer aussi la difficulté qui vient relier celle que j'ai dit, des historiens d'investir le champ, mais aussi dans certaines universités en Belgique, des espaces comme notre université, l'université UC Louvain-Saint-Louis, la difficulté d'imposer aussi ce champ historique comme une évidence, une obligation dans la pratique de l'histoire au quotidien. Et la remise du doctorat honoris causa en 2021 à Gérard Noiriel, évidemment, vient mettre en évidence le travail et l'investissement comme historien et comme intellectuel spécifique dans le champ public de Gérard Noiriel, mais aussi est un moyen pour les historiennes et les historiens d'avoir un support par rapport à l'importance d'aborder l'histoire des migrations dans toutes les universités, dans tout l'enseignement supérieur en Belgique, aussi bien francophone que flamand. Alors, quelles sont depuis 2007 des grandes tendances que j'ai pu identifier depuis l'histoire des migrations telle qu'elle avait été posée par Jean-Philippe Schreiber et Anne Morelli? Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de la périodisation, eh bien, on aurait pu s'attendre à ce que les historiens s'investissent de plus en plus vers des époques assez rapprochées, mais il y a un assez grand nombre de recherches qui continuent à être formulées sur, et je parle de l'histoire contemporaine, sur le 19e siècle et sur l'entre-deux-guerres, alors que c'était déjà auparavant des périodes qui avaient été largement abordées. Mais que petit à petit, avec l'ouverture des archives, et je vais y revenir, eh bien, les historiens et les historiennes ont abordé les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et un certain nombre d'entre eux ont aussi, se sont investis dans l'histoire immédiate, qui est une histoire qui est assez périlleuse au niveau méthodologique, mais un certain nombre d'entre eux l'ont fait. Et donc je l'ai mis, il manque un signe, mais je l'ai mis en parallèle de l'importance aussi dans la tête de ces historiens et ces historiennes, de continuer à s'accrocher à l'histoire de la longue durée. Je donne un court exemple. Quand on parle du concept de super diversity, on se réunissait il y a quelques semaines entre historiens et historiennes des migrations en Belgique, et il y avait une intervention des frères Lucassen, que vous connaissez sans doute, qui sont deux chercheurs très connus des Pays-Bas dans le champ des migrations. Ils disaient, en fait, si on considère le siècle d'or aux Pays-Bas, Amsterdam, eh bien, le concept de superdiversité pourrait y être tout à fait appliqué, et donc de montrer qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a eu des endroits dans le monde bien avant le XXe et le XXIe siècle où cette super diversité a existé. Donc l'importance de toujours raccrocher sa démarche, ses concepts à la longue durée. Autre chose, eh bien que petit à petit, l'histoire des migrations était un champ qu'on pouvait penser en soi seul, mais que l'histoire des migrations devait se connecter à d'autres champs de l'histoire de manière presque naturelle, mais aussi de manière volontaire, notamment à ce qui a été développé. Je cite quelques exemples: l'histoire des marginaux, l'histoire des subalternes, l'histoire de la famille, l'histoire urbaine qui a été très développée aussi, et puis toutes les questions qui sont posées par l'histoire globale et l'histoire mondiale et l'histoire connectée. Pour ma part, en rajoutant que la connexion avec l'histoire coloniale qui n'a pas encore été vraiment faite peut amener aussi à questionner ce qui vient d'être dit aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est un migrant, jusqu'à quel point on considère que qu'une personne est un migrant ou une migrante, et aussi qu'est-ce que c'est une migration, et que par le biais du champ colonial, on peut aussi poser la question de la Belgique comme spécialiste des migrations forcées dans un contexte colonial, de migrations forcées de travailleurs et travailleuses, de migrations forcées d'enfants métis,
et des connexions qu'on peut faire aussi entre l'émigration forcée d'enfants issus le plus souvent hommes blancs et de femmes noires, et aussi de l'histoire de l'administration par la Belgique de cette histoire de l'adoption. Donc il y a vraiment, si on connecte cette histoire d'immigration à d'autres champs, un certain nombre de possibilités qui s'ouvrent. Et puis, enfin, évidemment, depuis l'ouvrage fondateur de Anne Morelli, on s'est aussi intéressé à de nouvelles nationalités, puisque de nouveaux migrants ont rejoint la Belgique, et donc on s'était intéressé à leur histoire. J'ai mis en évidence, par exemple, les communautés pakistanaises et indiennes. On a aussi récemment réinvesti le champ des migrations françaises, alors que c'était quelque chose qui avait été délaissé. L'immigration kurde, on a eu l'exemple d'un poster ce midi de l'immigration iranienne. Donc en fait, le nombre de nationalités qui rentreraient dans ces 180 nationalités bruxelloises sont petit à petit également étudiées. Alors, ce renouvellement du champ, il va aussi de pair avec un renouvellement de la méthodologie et des moyens qu'on utilise pour réaliser ces recherches. Comme on le sait, la base de travail des historiens et des historiennes, ce sont les archives. Et à partir de 2007-2008, un certain nombre de colloques et de réflexions se sont menés pour travailler à faciliter l'accessibilité des archives. Et on a parlé de statocentrisme. On s'est d'abord concentré sur la question de comment cette masse d'archives qui existe encore dans les réserves de l'État belge, comment on pouvait les aborder et comment aussi on pouvait faciliter leur accessibilité. Il faut savoir que, par exemple, à l'Office des étrangers, on estime encore, cette estimation date de 2018, à environ 10 km linéaires la quantité d'archives qui sont conservées par l'Office des étrangers et qui sont en voie d'être transférées en fonction des moyens aux archives générales du Royaume et d'être traitées et d'être inventoriées et d'être peut-être un jour numérisées. Mais donc on a encore une quantité de possibilités qui existent dans ces archives. Alors, une petite remarque, parce qu'on peut pas, je pourrais aussi inviter une collègue pour parler des archives, mais une remarque par rapport à ça et par rapport à la positionnalité du chercheur et à la décolonisation. Il y a une réflexion très très forte qui s'est menée aussi sur la décolonisation des archives. Et donc j'aimais cette remarque que sélectionner, inventorier et puis lire des archives, c'est dès le départ, ça constitue dès le départ un biais en soi. Et donc il y a un travail dans la positionnalité à faire aussi par rapport à la lecture qu'on fait des archives. Et ça, c'est quelque chose qui s'est aussi bien renouvelé. Alors, au niveau des Digital Humanities, il y a des efforts énormes qui ont été faits aussi par rapport à l'utilisation non seulement de méthodes informatiques, mais aussi de numérisation de ces archives. Le projet IMIBEL en est un très bon exemple. C'est un projet qui a travaillé à la valorisation des archives qui sont désormais disponibles au vu de la loi de 100 ans entre 1860 et 1890. Et qui ont permis le renouvellement justement de ce que je disais, des études sur l'émigration au XIXe siècle. Et donc là, on procède à de l'encodage et de la numérisation et puis de l'encodage des dossiers qui permettent d'étudier à de grandes échelles quelle est la mobilité des migrants et des migrantes qui sont arrivés au XIXe siècle dans l'espoir de pouvoir petit à petit remonter le temps et faire des études similaires. La révolution par rapport à la cartographie permet aussi, dans la présentation, dans l'étude de la mobilité, au niveau informatique, de faire des études très très intéressantes. Je passerai les approches et j'y reviendrai s'il y a des questions par rapport à ça. Et je voulais aussi signaler l'importance de se mettre en réseau comme on le fait aujourd'hui. Depuis à 6 reprises, les historiens et historiennes de Belgique se sont rassemblés et ont organisé une journée spécifique pour parler de toutes les questions que j'évoque aujourd'hui et le faire sur une base annuelle. Et cette régularité apporte aussi des échanges qui sont très très riches et qui font évoluer, à mon sens, beaucoup plus vite la recherche. Alors, j'ai parlé de l'investissement dans le champ public et je vais prendre ces 5 dernières minutes pour parler évidemment de cela. On a parlé de l'ouvrage de Tom Nagels,
ce matin, et est-ce qu'on peut considérer comme Tom Nagel faisant partie de la communauté des historiens et des historiennes? Je ne me permettrai pas de juger, mais en tout cas, on peut mettre en évidence que des ouvrages de vulgarisation transmettent des recherches qui ont déjà été menées quand le travail comme tel que Tom Nagel l'a mené, c'est-à-dire de partir des publications des historiens et des historiennes pour réécrire une synthèse dont on a aussi besoin pour aller vers le grand public, et donc aussi de rendre les recherches scientifiques lisibles. Il faut bien le reconnaître, nous ne sommes pas toujours nécessairement lisibles, peut-être trop techniques et peut-être nous allons peut-être trop dans le détail, donc c'est utile. Je vais passer cette question dont ma collègue Ajar, qui est organisatrice de ce colloque, est vraiment la plus grande spécialiste actuelle. Mais il faut aussi penser à la question des lieux. Donc, où parle-t-on de ces histoires? Où la transmettons? Et donc, il existe un certain nombre de lieux en Belgique. Et dans la déclaration politique de 2019 de la région bruxelloise, existait cette obligation de reprendre ce projet, de créer un musée des migrations à Bruxelles. Et les dernières informations que j'ai à ce sujet montrent que nous n'y sommes pas encore. Et donc, il y a à être novateur et novatrice à ce sujet là aussi, ou de faire avec ce qu'il existe. Au niveau de la pédagogie, c'est vraiment une question qui m'a vraiment préoccupé en partant de l'histoire de la colonisation et d'une demande sociale très très forte qui a existé depuis 2016-2017 et qui vient de la société civile de rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire de la colonisation dans l'enseignement primaire et secondaire en Belgique francophone. Alors, vous allez me dire, bien, ici on parle d'histoire des migrations, mais quand on a travaillé sur cette question, on a commencé à travailler avec cette question, notamment avec la professeure Amandine Laureau de l'ULB, qui est aussi une spécialiste de la colonisation. On s'est rendu compte qu'il y avait d'énormes parallèles entre la manière dont avait été enseignée ou pas enseignée l'histoire de la colonisation et comment avait été enseignée cette histoire des migrations depuis très longtemps en Belgique. Et je voudrais tout de suite vraiment mettre de côté un grand a priori sur cette histoire, c'est que les enseignants en histoire n'aborderaient absolument pas ces deux champs, ne relateraient pas l'histoire de la colonisation belge et l'histoire des migrations en Belgique. Évidemment, ils le font. La question à se poser, c'est: le font-ils de manière égale et avec le même investissement? Et on a posé la question au moment où le pacte pour un enseignement d'excellence était bien lancé, et on s'est rendu compte que dans les projets par rapport à ces deux champs étaient assez déplorables, puisqu'il y avait dans le grand projet du dernier texte pour lancer le pacte pour le dernier avis pour lancer le pacte pour un enseignement d'excellence, il y avait un mélange complet qu'on avait identifié entre faut-il imposer le végétarisme, les différents régimes culinaires à l'école, intégrer l'histoire de la colonisation, des migrations dans un même paragraphe. Et donc on comprenait que, en fait, on ne savait pas très bien au niveau politique et du projet du pacte pour un enseignement d'excellence ce qu'on allait faire par rapport à ça. Et donc l'identification principale qu'on a faite avec Amandine Laureau, c'est que dans les deux cas, la longue histoire de l'éducation, elle avait mené à vraiment ce qu'on a tous et toutes identifié, de présenter aux élèves une histoire des autres, avec A, autre, c'est-à-dire de considérer toujours que ces histoires, c'était des histoires qui ne concernaient pas directement les élèves qui se trouvaient dans les classes, et qu'on parlait de quelque chose qui était lointain. Et dans cette démarche aussi, il y a un autre élément qui vient se rattacher à ce que les sociologues et anthropologues ont bien analysé, les sociologues de l'éducation, c'est que se rattache cette idée des autres à l'idée de la relégation scolaire. C'est-à-dire que si on analyse la manière dont ces deux champs sont présentés aux élèves dans l'enseignement, surtout secondaire, eh bien, on s'est très très vite emparé de ces deux thématiques dans l'enseignement professionnel
professionnel et l'enseignement qualifiant. Si l'on considère les derniers programmes qui ont été rédigés, on a eu cette volonté, cet élan plus rapide pour le professionnel et le qualifiant de parler de ces histoires. Et ça reste toujours manifeste aujourd'hui de se dire, eh bien, pour les intéressés quand même, ils ne sont pas intéressés par l'histoire, parlons-leur de leur histoire, et c'est quelque chose qui reste de manière très très prégnante. Heureusement, il y a eu des évolutions. J'ai moi-même fait partie avec d'autres des relectures de nouveaux textes de l'histoire, du référentiel d'histoire pour le tronc commun qui va donc de la première primaire à la troisième maternelle, et on a essayé d'induire un certain nombre de changements. Mais malgré tout, quand par exemple on demande d'identifier des personnages qui seraient emblématiques de l'histoire des migrations et de l'histoire de la colonisation, on voit que dans les réseaux scolaires et dans les pédagogues, eh bien, il y a un blocage à citer des personnes que les élèves ne connaîtraient pas en fait. Donc en fait, quand on fait des propositions d'exemples de parcours migratoires qui pourraient être intégrés comme séquence, eh bien la réponse que l'on reçoit, oui, mais en fait personne ne les connaît. Eh bien voilà, c'est cette démarche de petit à petit intégrer des profils qui sont moins connus, qui pourraient être intéressants, mais on voit un certain nombre de blocages. Au niveau des manuels, on voit une évolution qui existe depuis le début des années, enfin depuis 2020, on voit petit à petit des séquences sur spécifiquement l'histoire de la colonisation belge et l'histoire des migrations qui est intégrée, et sont accompagnés surtout du côté de l'enseignement flamand par des manuels qui sont adressés aux enseignants eux-mêmes pour questionner comment aborder ces champs dans une perspective décentrée et dans une perspective, on va dire, en tout cas, qui tend à du décolonial ou du postcolonial. Et ça, on pourra, je clôture ici, je voulais présenter ce dernier slide qui est aussi, en transmettant des connaissances, eh bien aussi on vient dégrossir des débats qui existent aussi, non seulement on en a parlé beaucoup sur le colonial, mais la question de la place des migrants et migrantes dans l'espace public, c'est aussi rattaché à la question de la place de l'histoire de la colonisation dans l'espace public bruxellois et belge de manière générale. Et donc je trouvais intéressant aussi de montrer que diffuser petit à petit des connaissances, ça permettrait aussi de dédramatiser certaines, ce qu'on pourrait appeler polémiques qui ont eu lieu dans certaines communes de Bruxelles et de Belgique à cet égard. Merci beaucoup à vous trois. Je trouve que vos interventions, et je pense que je ne suis pas la seule à le percevoir, se répondent énormément dans justement cette volonté qu'on a eue de proposer un dialogue sur les paradigmes des politiques migratoires et de la recherche en migration.